de compenser l'enseignement qu'ils n'ont pas eu pendant les journées de grève. C'est pourquoi j'annonce un plan de rattrapage de 300 millions pour nos élèves, pour aider nos élèves. Je le dis d'emblée, on ne fera pas du mur à mur. Les besoins sont différents d'un élève à l'autre, d'une école à l'autre, d'un centre de service à l'autre. Donc, on va faire preuve de flexibilité dans la mise en place des mesures. Ce sont les besoins des élèves qui vont nous guider et ce sont les écoles et les équipes écoles qui sont les mieux placées pour évaluer les besoins de nos élèves. Alors, le plan que je vous présente aujourd'hui s'étend sur tout le reste de l'année, mais aussi sur la période estivale, et il vise à assurer un accompagnement, un rattrapage adéquat, tout ça pour finalement favoriser la réussite scolaire de nos élèves. Alors, le plan se décline en deux grandes catégories. D'abord, des mesures de rattrapage pour les élèves et deuxièmement, des modifications au calendrier scolaire et aux épreuves ministérielles. Alors, on va d'abord parler de la première catégorie, donc les mesures de rattrapage pour les élèves. Ça se décline en 5 mesures. Première mesure, du tutorat sur une base volontaire en dehors des heures de classe. Alors que ce soit pour de l'accompagnement individuel ou en groupe, les élèves auront accès à un plus grand nombre d'heures de tutorat. Ce seront des enseignants de l'école ou encore des enseignants retraités ou des étudiants en enseignement, par exemple, qui aideront les jeunes en dehors des heures régulières de cours. Deuxième mesure, de l'aide spécialisée pour les élèves à besoins particuliers. On parle ici de nos élèves qui ont des difficultés d'adaptation, difficultés d'apprentissage. On parle de nos élèves handicapés également. Alors, les centres de services scolaires et les écoles seront responsables de mettre en place les activités qui répondent aux besoins de leurs jeunes. Ces activités de rattrapage seront réalisées à l'extérieur des heures de classe par le personnel spécialisé, par exemple par des orthopédagogues, des orthophonistes, des psychoéducateurs, des psychologues, des techniciens en éducation spécialisée, techniciens et techniciennes. Ces services pourront être offerts, par exemple, à des petits groupes d'élèves qui partagent les mêmes difficultés. Toujours dans cette catégorie de l'aide spécialisée pour les élèves à besoins particuliers, on va augmenter les services pour l'apprentissage du français chez nos jeunes immigrants. Vous avez vu les derniers chiffres qui sont sortis, là. Il y a plus de 500 000 immigrants temporaires sur le territoire québécois. C'est une première. Alors évidemment, ça crée des besoins pour beaucoup de classes d'accueil, des classes de francisation. Il y a de grands besoins au niveau de l'apprentissage du français et donc on va ajouter des ressources pour aider à cet apprentissage du français chez nos jeunes immigrants. Troisième mesure, des cours gratuits pour les élèves de 4e et de 5e secondaire. Les cours d'été, ils sont souvent essentiels pour assurer la réussite scolaire des élèves de secondaire 4 et 5 qui échouent certaines matières qui sont nécessaires à l'obtention du diplôme. Alors, le coût de ces cours de rattrapage ne devrait pas être un frein à la participation des élèves. On veut que tous les élèves qui souhaitent participer, qui souhaitent avoir accès à des cours d'été puissent le faire. Et donc, les cours d'été de l'été prochain, donc, pour les élèves de secondaire 4 et 5 qui ont échoué les épreuves ministérielles ou une épreuve ministérielle, ces cours-là seront gratuits. Quatrième mesure, plus de soutien pour les organismes communautaires et les organismes qui œuvrent dans le secteur de l'éducation. Ce sont des organismes, par exemple, vous avez des organismes communautaires qui œuvrent dans le secteur de la lutte au décrochage, de la persévérance scolaire, de l'alphabétisation, de la francisation. Alors, on va donner une aide supplémentaire à ces organismes-là. On va faire la même chose également pour les IRC, les instances régionales de concertation. Ces instances auront droit à un budget supplémentaire pour organiser des activités, par exemple des camps de jour consacrés à la lecture
ou pour faciliter ou favoriser la lecture, des camps sociolinguistiques, du soutien scolaire le soir, de l'aide aux devoirs, du travail également avec les employeurs pour inciter les employeurs à encourager les élèves à retourner à l'école. Donc, organismes communautaires, instances régionales de concertation, puis aussi des organismes comme Alloprof et Tel Jeune vont bénéficier d'un financement supplémentaire. Au total, là, on met sur pied un fonds d'urgence de 42 millions pour aider ces organismes-là dans leur mission et donc pour nous aider à réussir cette opération rattrapage. Et finalement, la cinquième mesure, donc, cinquième mesure de rattrapage, une offre de rattrapage pendant la semaine de relâche. Il y a des écoles qui pourraient être ouvertes pendant la semaine de relâche pour rendre disponibles des services d'accompagnement et de rattrapage pour les élèves. Ça appartiendra aux écoles, dis-je bien, et aux centres de services scolaires de déterminer s'il y a un besoin, si c'est nécessaire d'ouvrir un certain nombre d'écoles sur le territoire pour y offrir des services de rattrapage. Évidemment, ces services-là seront offerts par le personnel de l'école sur une base volontaire et la rémunération suivra en conséquence. Alors là, ça, c'était le premier axe, donc les mesures de rattrapage, 5 grandes mesures. Je vais vous parler maintenant du deuxième axe, les modifications au calendrier scolaire et aux épreuves ministérielles, dis-je bien. Alors, on parle ici de 3 mesures. D'abord, un nouveau calendrier pour les épreuves ministérielles de mai et de juin. Vous avez vu la semaine dernière que j'ai annoncé des nouvelles dates pour les épreuves ministérielles en janvier. On a essentiellement repoussé de 2 semaines les épreuves ministérielles qui devaient avoir lieu ce mois-ci pour permettre aux élèves, évidemment, de mieux s'y préparer. On va faire un peu la même chose pour les épreuves ministérielles qui étaient prévues en mai et en juin. On va ajuster les dates, on va les décaler de 2 à 7 jours pour maximiser le temps d'enseignement, donc dégager le plus possible des journées d'enseignement pour permettre plus de temps pour l'apprentissage des matières et pour permettre donc aux élèves de mieux se préparer à ces épreuves ministérielles. On va vous revenir ultérieurement avec les nouvelles dates. Mais sachez une chose, aucun examen ministériel n'aura lieu après le 23 juin. C'est important, je pense que vous le sachiez. Deuxième mesure qui touche le calendrier, nous allons appliquer une nouvelle pondération pour les épreuves ministérielles. Enfin, on revient à la pondération de la pandémie. Donc, pour ce qui est des élèves qui vont prendre les examens ministériels de 4e et de 6e année du primaire et de secondaire 2, bon, ben, la pondération va être de 10% au lieu de 20%. Donc, un peu comme ça s'est fait pendant la pandémie, les épreuves vont compter pour 10% du résultat final sur le bulletin, au lieu de 20%. Pour ce qui est des épreuves ministérielles de secondaire 4 et 5, les épreuves vont compter pour 20% de la note finale sur le bulletin, plutôt que 50%. Maintenant, j'ajoute ceci, et c'est très important. Pour le reste de l'année scolaire, on continue avec les apprentissages réguliers, on continue avec le programme scolaire prévu, donc les savoirs globaux, si on peut dire. Et ça, c'est vrai pour toutes les matières, à tous les niveaux. Mais arrivé à l'épreuve ministérielle, alors toutes les épreuves ministérielles vont porter sur l'ensemble des savoirs, sauf pour secondaire 4 et 5. En secondaire 4 et 5, les épreuves ministérielles vont porter sur les savoirs essentiels. Donc, même si on a enseigné l'ensemble des savoirs, les épreuves vont porter sur les savoirs essentiels. Pourquoi? Parce qu'on veut s'assurer que les élèves qui ont subi un mois de grève ne seront pas pénalisés par rapport aux autres élèves sur des examens qui comptent pour l'obtention du diplôme d'études secondaires. Donc, savoirs essentiels, épreuves ministérielles de 4 et 5, c'est les seuls. C'est les seuls examens où on va évaluer seulement les savoirs essentiels. La troisième mesure qui touche le calendrier, on va donner la possibilité de reporter de 2 semaines la transmission du bulletin de la deuxième étape. Donc, au lieu de devoir transmettre le bulletin autour du 15 de mars, on va permettre aux écoles de le transmettre à la fin mars, 2 semaines plus tard.
Cette souplesse vise à donner aux équipes écoles plus de temps d'enseignement pour favoriser le rattrapage des apprentissages. Alors voilà, donc ça vous donne une idée. 5 mesures pour le premier axe, 3 mesures pour le deuxième axe. J'ajoute ceci, là, un petit aparté. La formation professionnelle, les élèves qui sont en formation professionnelle et les élèves qui sont en formation générale des adultes auront droit, eux aussi, aux mesures de tutorat. Je pense que c'est important de le souligner. Dernière partie de la présentation. Après ça, ça me fera plaisir de prendre vos questions. On va parler du calendrier de mise en œuvre du plan maintenant. Parce que vous comprendrez qu'il y a des parents qui sont inquiets. Ils veulent savoir quand est-ce que l'aide à mon enfant va commencer. Alors, je le répète, chaque école va élaborer son propre plan de rattrapage. Les centres de services scolaires vont coordonner tout ça. Et cette élaboration des plans de rattrapage commence dès cette semaine. Donc, les semaines du 8 janvier, donc cette semaine, et la semaine prochaine, semaine du 8, semaine du 15, vont servir à identifier les besoins des élèves qui ont besoin de mesures de rattrapage. Donc, les 2 premières semaines, on identifie les besoins des élèves et on va également identifier les membres des équipes écoles qui, sur une base volontaire, vont accepter de participer aux activités de rattrapage. Alors, on identifie les élèves, puis on identifie également les membres du personnel qui vont vouloir participer à ces activités de rattrapage rémunérées. J'insiste là-dessus. 3e semaine, donc la semaine du 22 janvier, ce sera la semaine où on va communiquer avec les parents des enfants qui ont été identifiés pour des mesures de rattrapage. Donc, on va parler aux parents, leur dire, écoutez, votre enfant a été identifié par son enseignant ou par l'équipe école comme étant un enfant qui pourrait bénéficier de mesures de rattrapage. Est-ce que vous acceptez de l'inscrire, par exemple, à des mesures de tutorat? Voici les plages horaires, etc., etc. Donc, il faut que les parents, évidemment, donnent leur consentement. Et la 4e semaine de janvier, donc la semaine du 29 janvier, ce sera la semaine où les activités de rattrapage vont effectivement commencer. Donc, on veut vraiment que d'ici la fin janvier, les premières mesures de rattrapage soient mises en œuvre. Conclusion, ce plan, il vise à maximiser les chances de réussite de nos élèves en maximisant les activités de rattrapage et en maximisant le temps d'enseignement. Et c'est évident que pour que ça fonctionne, on va compter sur les équipes écoles, on va compter sur les directions d'écoles et des centres de services scolaires. On va aussi beaucoup compter sur les parents pour qu'ils soutiennent et qu'ils encouragent leurs enfants. Et puis nous, évidemment, au ministère de l'Éducation, on va également faire notre part. À partir de maintenant, là, la réussite du plan devient un travail d'équipe. Équipe école, direction, parents, ministère. Donc, responsabilité partagée pour faire en sorte qu'un maximum de nos élèves réussissent leur année scolaire. On a un réseau qui peut compter sur des enseignantes et des enseignants et du personnel scolaire très dévoué, très professionnel, et on a un monde de l'éducation qui est extrêmement engagé. On va se retrousser les manches, on va se serrer les coudes, puis on va aider nos jeunes à réussir leur année scolaire. Puis, une dernière chose, là, j'insiste là-dessus, la participation ou non au plan de rattrapage par les équipes écoles se fera sur une base volontaire. On ne forcera personne à faire des heures de plus si ce n'est pas leur souhait. Par contre, si les gens embarquent, la rémunération suivra en conséquence. Je vais suivre de près la mise en œuvre du plan. On va être capable de s'ajuster aux besoins. Et je termine en remerciant sincèrement tous ceux et celles qui nous ont aidés dans la préparation de ce plan, qui ont accepté de travailler pendant les fêtes dès le début janvier. Il y a beaucoup de partenaires du milieu de l'éducation qui sont sortis de leurs vacances pour venir discuter avec nous de ce plan-là. On vous en remercie. Je tiens à remercier les équipes du ministère qui ont travaillé sans relâche sur ce plan. Je pense à l'équipe des sous-ministres Marc Sirois, dis-je bien, et à l'équipe de Stéphanie Vachon.
Je veux également remercier mon propre cabinet, dirigé par mon ami Robert Duprat et Laurie Saint-Don, Florence Plourde, Marie-Ève, Mathieu, enfin tous ceux et celles qui ont travaillé pendant les fêtes sur ce plan-là. Merci infiniment de vous être engagés comme vous l'avez fait. Et je remercie encore une fois tout le milieu de l'éducation au grand complet avec qui nous avons travaillé au cours des derniers jours et jusqu'aux dernières heures encore pour avoir le meilleur plan possible pour les élèves du Québec. Vos questions maintenant. Merci beaucoup. Pour la période de questions, vous pouvez vous approcher au micro. Ça va être une question et une sous-question par personne. Merci. Les deux micros? Oui. Alors, bonjour, M. Drainville, Denis Couture de Cogeco Nouvelles. En temps normal, le système d'éducation souffre de pénurie d'enseignants. Le plan semble très ambitieux. Comment prévoyez-vous avoir les ressources humaines pour pouvoir le mettre en œuvre? Oui. Alors, il faut que vous sachiez, Denis, qu'il y a déjà 130 000 élèves qui bénéficient de tutorat présentement au Québec. Donc, ce tutorat-là, il est déjà offert en bonne partie par des membres du personnel scolaire, des membres des équipes écoles. Donc, il y a déjà des enseignants qui font du tutorat, si on parle du tutorat, là. Alors, nous, on a confiance que les membres des équipes écoles vont vouloir s'engager. Ça ne fait aucun doute dans mon esprit. Les membres du personnel scolaire, les enseignants, les enseignantes, ils aiment leurs élèves puis ils souhaitent leur réussite. Donc moi, je pense qu'on va en avoir des enseignants puis du personnel volontaire qui va le faire, évidemment, sur une base rémunérée. Et donc, je suis très confiant qu'on va avoir des volontaires pour participer à cette opération de rattrapage. Puis on aura aussi, on fera appel aux besoins à des enseignants retraités, puis on pourra aussi demander à des étudiants, par exemple, qui sont dans les facultés d'éducation, ils étudient pour devenir enseignants. On pourra également obtenir de l'aide de leur côté, puis encore une fois, ils seront rémunérés pour le faire. Est-ce que vous avez des détails sur la rémunération des enseignants? Parce qu'ils ont déjà une tâche pleine. Oui, mais c'est ça, ce sont des heures supplémentaires payées en conséquence. Et c'est le taux horaire des conventions collectives qui va s'appliquer. Merci. Prochaine question. Oui. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelle. Bonjour, M. Drainville. Bonjour. Comment vous allez sélectionner les écoles à qui distribuer de l'argent? Puis savez-vous combien d'écoles vont vous réclamer de l'argent pour ces programmes-là? En fait, la façon dont ça va fonctionner, tous les centres de services vont avoir un budget. Et les centres de services, par la suite, vont faire descendre l'argent dans les écoles selon les plans de rattrapage. Alors, les écoles vont élaborer leur plan de rattrapage, donc pendant cette semaine et la semaine prochaine. Ils vont présenter leur plan de rattrapage aux directions des centres de services scolaires. Et cette coordination-là donc, va être faite par les centres de services scolaires. Et après ça, l'argent va être distribué selon les besoins des élèves. Mais est-ce que l'enveloppe va être plus grosse à savoir si le centre de service scolaire est affilié au Front commun ou à la FAE parce que la FAE a plus de journées de grève Oui. ou ça va aller par population desservie? Le nombre de personnes que constitue un centre de service scolaire? Bien, je vous dirais, ça va aller selon les besoins. Fait que, je vous dirais, si par exemple une école arrive avec un plan de rattrapage, puis elle dit, écoutez, là, nous autres, là, il y a vraiment beaucoup d'élèves qui ont besoin de tutorat, à ce moment-là, cette école-là va avoir une part conséquente, proportionnelle à ses besoins du budget que le centre de service aura reçu. Maintenant, je peux vous dire d'emblée que les centres de services scolaires FAE, donc les élèves qui ont subi un mois de grève, vont avoir plus de moyens. Les centres de services scolaires FAE vont avoir plus de moyens. Parce qu'encore une fois, ça va selon les besoins. Puis, il va y avoir évidemment plus de besoins dans les écoles où les élèves ont subi une grève d'un mois. Mm-hmm. Voilà. Puis pour enchérir sur la question de mon collègue de Cogeco, les enseignants ou ça peut être aussi du personnel de soutien, j'imagine, comme des orthopédagogues qui peuvent contribuer à la tâche, puis eux seraient payés temps et demi, temps double? Bien, comme je vous l'ai dit, ça va dépendre de chaque convention collective. Maintenant, tout à l'heure, l'exemple que je donnais en réponse à la question du journaliste de Cogeco, de Denis, là, je donnais l'exemple du tutorat, mais c'est sûr que quand on parle d'aide spécialisée, on parle de professionnels.
Évidemment, eux autres aussi vont avoir droit à une rémunération supplémentaire. Puis vous Ça êtes va capable faire. de garantir que chaque élève, chaque parent qui veut du soutien en aura dans son école. Ça, vous le garantissez. Ben, moi, ce que je vous garantis, c'est qu'on met 300 millions à la disposition des centres de services scolaires et des écoles. Ce que je vous dis, c'est que nous, dans le chiffre, là, comment est-ce qu'on est arrivé à 300 millions? C'est qu'on a pris pour acquis que tous les élèves à besoins particuliers allaient recevoir de l'aide. Donc, ils sont autour de 235 000. Puis, on a pris pour acquis, on a calculé dans nos projections qu'un autre quart de million d'élèves, 250 000 élèves, en plus des 235 000 élèves à besoins particuliers, recevraient également des mesures de rattrapage. Donc, les projections que nous avons faites, là, c'est basé sur de l'aide pour un demi-million d'élèves. Mais je vais vous dire franchement, madame, si, à partir des plans de rattrapage que nous recevrons des écoles et des centres de services, si on se rend compte qu'il faut en mettre davantage, on le fera. Merci. Prochaine question. Oui. Bonjour, Marie-Ève Moras, Journal La Presse. Monsieur Drainville, juste pour que ce soit clair, c'est le soir, les fins de semaine, vous voyez ça comment, ce rattrapage-là, techniquement? Après les cours. Donc, le midi, fin de journée. Est-ce que, dans certains cas, des équipes écoles pourraient s'entendre pour déborder de ces plages horaires-là? Honnêtement, on va donner toute la flexibilité aux équipes écoles pour définir leur plan. Donc, ce sera vraiment aux équipes écoles de définir jusqu'où ils sont prêts à aller, quelles sont leurs disponibilités, quelles sont les plages horaires qu'ils veulent offrir. Par exemple, pendant la semaine de relâche, si une équipe école s'entend, wow, il y a beaucoup d'élèves à besoin ici, là. C'est encore, les besoins sont encore plus importants qu'on l'anticipait. Il va falloir offrir plus de tutorat. Est-ce que à ce moment-là, certains membres de l'équipe école pourraient dire, ben garde, je me porte volontaire, moi, je vais en faire des heures pendant la semaine de relâche. Si on ouvre l'école pour offrir des mesures de rattrapage, je serai là. Alors, il y aura une discussion au sein des équipes écoles dans l'élaboration du plan de rattrapage, puis là, on va voir combien d'élèves sont en besoin, puis combien de membres du personnel sont prêts à prêter main forte, de façon rémunérée, bien entendu. Vous dites que c'est Donc, beaucoup de souplesse, Marie-Ève, c'est très important. Beaucoup de souplesse et de flexibilité. Je vous le dis, là, on va se laisser guider, pas juste par les besoins, on va se laisser guider aussi par la créativité, je dirais, des équipes écoles. Les équipes écoles, ils connaissent les besoins des enfants, puis moi, j'ai le goût de dire, allez aussi loin que possible, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour aider les élèves, pour qu'on ait le moins d'élèves qui sont en échec à cause des journées de classe qu'ils ont manquées. Okay. Vous dites que c'est sur une base volontaire. Il y a des profs de la FAE. En fait, tous les profs de la FAE ont été privés de salaire pendant 1 mois. Comptez-vous un peu là-dessus quand même? C'est un bon incitatif, ça, pour aller faire des heures supplémentaires? Oui, Marie-Ève, écoutez, là, je vais laisser aux enseignants puis aux membres du personnel des équipes écoles décider de ça. Puis je vous le dis d'emblée, parce que peut-être que j'aurai d'autres questions sur la question des conventions, là, puis de la nouvelle entente là, qui a été conclue. Je vous le dis d'emblée, moi, je ne ferai pas de commentaires sur tout ce qui touche la convention collective, tout ce qui touche la négociation. Comme vous le savez, le processus de ratification des ententes va s'enclencher dans les prochains jours, et donc on va laisser les membres décider de ça. Merci. OK. Prochaine question. J'en ai une. Bonjour, Stéphane Blais, La Presse canadienne. Oui, bonjour. La poussière n'est pas complètement retombée, mais comment on fait pour éviter que ça se reproduise, pour éviter que des enfants manquent 1 mois d'école, que des parents soient obligés de tout changer, leur calendrier, leur journée? Comment on fait pour que ça ne se reproduise plus? C'est une excellente question, M. Blais. Moi, je vais vous dire, c'est le genre de discussion et de réflexion qu'on pourra avoir plus tard, une fois que les enseignants puis les membres du personnel scolaire se seront prononcés sur les ententes. Je pense qu'actuellement, là, il faut être très respectueux du processus de ratification, souhaitons-le, de ces ententes-là. Mais je ne veux pas
aller plus loin dans mes commentaires parce que je pense qu'il faut vraiment, vraiment être très, très, très respectueux de ce processus-là qui va s'enclencher dans les prochains jours. Mais il y aura certainement un bilan à faire de ce qui a été fait et de ce qui n'a pas été fait. Oui, vous avez raison, il y aura un bilan, mais c'est trop tôt pour le faire. Merci. Merci. Prochaine question. Bonjour. Bonjour. Dominique Scali du Journal de Montréal. Oui, bonjour. Si au terme de tout ce processus-là, de cette consultation-là, de ces plans qui vont être élaborés, si jamais il y a des parents et des élèves qui se rendent compte qu'ils n'ont pas accès à l'aide dont ils auraient besoin, Oui. quel recours ils ont? Bien, moi, je vais vous dire, là, c'est les enseignants et les équipes écoles qui vont identifier les élèves qui sont en besoin, qui ont besoin de mesures de rattrapage. Mais je le dis d'emblée aux parents, Dominique, si vous êtes le parent d'un enfant qui n'a pas été identifié comme étant un élève qui pourrait bénéficier de mesures de rattrapage et que vous avez la conviction qu'il devrait en obtenir, à ce moment-là, moi, je dis à ces parents-là, adressez-vous à la direction de l'école. Puis parlez-en avec l'enseignant également de votre enfant pour qu'il soit éventuellement, pour qu'il puisse éventuellement bénéficier de ces mesures-là. Parce que chose certaine, nous autres, on veut s'assurer là, que tous les élèves qui ont des besoins puissent obtenir de l'aide, de rattrapage. Oui. Puis qu'est-ce qu'il y en est des élèves dont les parents sont un peu moins impliqués et qui font un peu le strict minimum, donc on peut penser qu'ils vont peut-être moins embarquer dans ce qui sort du calendrier normal? C'est une bonne question. C'est pour ça que je parle de mobilisation de l'ensemble de l'équipe école. Si un membre de l'équipe école, ça peut être un enseignant, ça peut être une orthopédagogue, ça peut être une technicienne en éducation spécialisée, si ces personnes qui sont proches des enfants ou qui ont tissé un lien particulier avec l'enfant sentent le besoin de parler aux parents pour que les parents s'engagent dans cet effort-là, je pense que je les invite à le faire. Je les invite à faire preuve d'une vigilance accrue, je dirais, pour bien accompagner les élèves. Tu sais, l'exemple que vous ne le nommez pas, mais on peut penser à des exemples, à l'exemple d'enfants, par exemple, arrivés, des enfants, mettons, d'une famille demandeur d'asile. Bon,